Bonjour groupe, comment allez-vous? Jean-François Sénéchal, votre prof. Bienvenue à votre cours d'éthique. Comment vas-tu cette semaine, toi? Bienvenue à ton rendez-vous hebdomadaire. C'est notre formule, on prend un café ensemble. Puis, je vais prendre une gorgée de café même, écoutez bien ça. On regarde ensemble le nouveau module cette semaine, ce sera le module 10. Merci pour ton écoute. Merci aussi à ceux aux autres auditeurs. Donc, vous le savez peut-être pas, là, mais il y a d'autres auditeurs que les étudiants et étudiantes inscrits et inscrites à ce cours. Donc, je reçois des commentaires parfois des auditeurs qui sont pas inscrits au cours parce que peut-être qu'ils accrochent là, sur le titre de l'épisode ou sur les thèmes là, qui seront abordés. Puis il y en a quelques-uns qui prennent le temps de m'écrire, sinon carrément m'en parler. Puis d'ailleurs, les stats de fréquentation de téléchargement donc du podcast, ça aussi, là, c'est trop gros pour concerner uniquement mon cours. Donc, il y a des étudiants qui m'écoutent, sont nombreux, mais il y en a d'autres aussi qui sont pas des étudiants qui m'écoutent aussi. Donc, ben, salut à toi aussi hein, qui écoute ce podcast puis qui se dit pression d'autorité, pression de groupe. Moi, ça m'intéresse. Je vais écouter le podcast là-dessus. Ben voilà, ça fait partie du jeu. C'est gratuit, c'est en ligne. C'est là, si vous nous écoutez, puis vous n'êtes pas inscrit au cours, ben, tant mieux. Puis content de savoir que ce podcast dépasse un peu l'horizon de ce cours. Donc, avant de plonger dans le module 10, parce qu'il faut le faire, un rappel important. Écoutez, c'est aujourd'hui, il y a une visite de l'Ordre des ingénieurs du Québec aujourd'hui. Là, on est lundi. Donc, ce lundi, c'est à 16 heures. L'Ordre des ingénieurs va se pointer ici à l'université. Ce sera au Pouliot 2700, conférence sur l'Ordre des ingénieurs. Donc, le programme, on va parler du programme d'accès à la profession. Donc, pour les CPI, les candidats à la profession d'ingénieur. Si ça vous intéresse, si vous êtes formé en ingénierie, vous avez fait votre bac, c'est bien, ça avance. Maintenant, il vous reste à faire les dernières étapes pour faire partie de l'ordre des ingénieurs. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe, comment faire, c'est quoi la procédure, puis qu'est-ce que je peux faire d'ici la fin de mon bac déjà pour avancer mon dossier. Ce sera donc ce mardi 14, non, pas 14 mars, on est rendu quelle date là? 20 mars, donc ce sera aujourd'hui 20 mars de 16h à 17h30, Pouliot 2700. Soyez-y, j'y serai. Puis je vais afficher aussi un lien Zoom là, pour celles et ceux qui voudraient y assister et qui ne peuvent pas être aujourd'hui avec nous sur le campus. Donc, bien hâte de vous y voir tous et toutes en grand nombre. OK, module 10, deux sujets importants dans ce module 10. La pression d'autorité et la pression de groupe ou la pression groupale. Donc, deux grands blocs dans ce module, deux grandes forces systématiques et organisationnelles. Donc, d'abord, la force exercée par l'autorité, donc sur toi, mais aussi sur tes collègues. Puis la force, en deuxième, la force exercée par vos collègues, donc par tes semblables, sur toi. Donc ça sera les deux forces qu'on va examiner. Premier sujet, c'est ton rapport à l'autorité, donc soumission, contestation, je ne sais pas moi à quoi ça ressemble l'autorité dans l'exercice de la profession. On va voir les différentes formes. Puis surtout, quel sera ton rapport à cette forme ou ces formes d'autorité. Puis deuxième sujet, c'est ton rapport aux autres, à tes semblables. Donc, as-tu tendance à contester le groupe, à te fondre au groupe, à te taire? Est-ce que tu es capable de résister à une pression du nombre? Donc, si la majorité se dresse contre toi, c'est quoi ton rapport à ce genre de situation-là? Donc, deux belles failles, fragilités, tendances humaines. C'est mon plan pour le module 12. On est plutôt dans le psychosocial. Donc, c'est mon thème et ce sont mes outils que je souhaite aborder, approfondir avec toi dans ce module.
Deux failles, donc, puis qui s'inscrivent dans la suite des failles. Rappelez-vous, au début de la session, là, je vous avais promis une démonstration en 5 failles. D'abord, rappelez-vous, là, c'était au module 3. Vous avez tendance à surestimer votre propre intégrité morale. Donc, ça, c'était une démonstration que j'ai faite au module 3. La deuxième, c'est vous avez tendance, c'est ça, vous surestimez, puis en plus, vous avez déjà triché, donc ça aussi, c'est au module 3. Vous avez déjà triché, puis vous risquez de le faire pour les bonnes et moins bonnes raisons que vous avez déjà commencé à adopter, là. Donc ça, c'était au module 3. La troisième faille, c'était au module 9. Donc, on vient tout juste de le faire. C'est sur dans quelle mesure je dirais que votre jugement est biaisé lorsque vos propres intérêts personnels sont concernés. On a parlé du conflit d'intérêts, de désintéressement. Donc, ça fait partie du module 9. Et dans ce module 10, deux autres failles. Donc la quatrième faille, vous avez généralement tendance à vous plier à l'autorité, ce qui peut engendrer toutes sortes de problèmes, on les verra. Et deuxième faille, vous adoptez généralement les comportements de vos collègues ou vos semblables. Puis, peu importe, là, même si vous avez l'impression que le comportement de vos semblables, ça contredit vos propres valeurs, mais vous avez tendance généralement, malgré tout, à adopter ce genre de comportement. Donc, 5 failles et ultimement, je dirais qu'à la fin du cours, pas de ce module, mais du cours dans son entièreté, là, éthique et professionnalisme, j'aimerais que vous soyez au moins capable de reconnaître l'existence de ces failles. On va voir ensemble, on a vu ensemble quelques pistes de solutions, donc reconnaître que vous avez ces failles personnellement, collectivement, puis que vous êtes capable de rester, vous allez mettre en place les mesures de prudence nécessaires pour tenter de rester honnête, intègre, responsable malgré ces failles. Donc, je vous invite à être en classe demain, mardi PM. Sinon, là, je vous suggère de consulter l'enregistrement de cours. Donc, ce sera sur Zoom. Vous pourrez nous écouter en rattrapage puisque nous allons approfondir ces deux thèmes. Donc, les thèmes du module 10. Commençons par le premier de ces deux thèmes, la soumission à l'autorité. Donc, dans cette partie du module en classe, on va explorer les différentes formes d'autorité. Je dirais que la forme d'autorité plus archétypale, là, celle qui sera le plus souvent là, c'est le patron. Donc, avez-vous déjà eu un patron? Je présume que oui. Donc, avez-vous un patron en ce moment? Je présume peut-être que oui, s'il y en a qui font des stages ou si vous travaillez. Donc, ce sera notre formule d'autorité archétypale, c'est celle qui va être là dans la première partie du cours, mais en même temps, il y a d'autres formes d'autorité qui seront abordées dans le cours. Donc, le droit, la morale, le marché, l'économie, donc l'autorité, le système professionnel, le code des professions. Donc, tout ça peut, évidemment, une personne en position de pouvoir, ça fait partie de l'autorité, un prof, un parent. Donc, la science aussi exerce une certaine forme d'autorité. Donc, ton rapport à l'autorité sous toutes ses formes, c'est sûr que la forme principale, ce sera le patron, mais ça peut être décliné en fonction de différentes autres formes d'autorité. Donc, les questions qui seront abordées, tiens, je te les pose déjà pour mettre en route ton esprit et ta réflexion. C'est quoi ton rapport à l'autorité? Alors là, ici, là, ayez en tête une forme d'autorité particulière, peut-être un parent, un patron, et vous avez toutes sortes d'expériences. As-tu tendance à te soumettre à l'autorité? Es-tu capable de défier l'autorité? C'est quand la dernière fois que tu as défié l'autorité? C'est quand la dernière fois que tu as dit non à un patron, à un parent? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il existe de bonnes raisons de se soumettre à l'autorité? Et existe-t-il de bonnes raisons de contester ces différentes formes d'autorité? Donc, ça ressemblera un peu aux questions là, que je vais vous poser, qu'on va explorer dans cette première partie de cours, parce que dans l'exercice de votre profession, vous aurez parfois à servir l'autorité en place, mais parfois vous devrez
poser quelques questions, sinon un geste nécessaire pour prendre une certaine distance face à cette autorité. Donc, rester libre, autonome. On parle de jugement libre, autonome, professionnel. C'est justement, là, hein, parfois, malgré ces pressions d'autorité ou en opposition à ces pressions d'autorité. Vous aurez aussi à exercer l'autorité. Donc, plus tard, on y reviendra, là, mais c'est l'autorité sous toutes ses formes et sous toutes ces coutures que nous allons explorer. Vous allez rencontrer cette autorité sous toutes ses formes dans l'exercice de votre carrière, puis pourquoi pas un cours universitaire pour commencer à y penser un peu. Donc, l'expérience pédagogique que j'ai préparée en classe, j'ai hâte de vous présenter ça demain, ce sont les expériences de Milgram. Donc, plusieurs d'entre vous ont déjà entendu parler des expériences de Milgram, sinon ce sera peut-être pour vous une première, là, mais je dirais que c'est au moins important d'y réfléchir une fois dans sa vie. Si ça vous a été présenté au cégep, tant mieux. Là, on représentera ça dans le contexte. Vous êtes un peu plus mature, vous êtes sur le point d'exercer la profession. Donc, c'est important de réfléchir peut-être de nouveau ou avec un nouvel éclairage, donner un nouvel éclairage sur ces études-là, sur l'autorité. Donc, les expériences de Milgram. Donc, vous connaissez sûrement ces expériences, sinon elles vous seront présentées en classe. L'idée des expériences de Milgram, c'est que plusieurs se disent, se sentent résistants, libres, insoumis, autonomes. Puis, Milgram, c'est un chercheur, donc Stanley Milgram, a eu l'idée de tester dans quelle mesure on est si libre que ça, hein, avec une expérience fascinante, choquante. Tiens, pourquoi pas faire un mauvais jeu de mots, vous verrez ce que je veux dire en classe. Donc, Stanley Milgram voulait nous montrer nos propres contradictions, c'est-à-dire qu'il disait qu'en matière d'éthique, c'est intéressant de demander à une personne qu'est-ce qu'elle ferait dans telle situation. Puis des fois, je le fais aussi en classe, là. Mais Milgram, il disait, tu ne demandes pas à une personne ce qu'elle ferait face à un problème éthique, tu la plonges dans un problème éthique, puis tu regardes à quel point elle est mal outillée pour résoudre ce problème. Puis tu l'analyses, puis tu l'observes. Donc, tu ne demandes pas à une personne, est-ce que tu sais nager? Hein, tu la jettes à l'eau, puis tu lui dis nage. Donc, j'espère que vous comprenez l'image, là. Donc, dans les expériences de Milgram, vous allez le voir, là, ce qui est vraiment examiné, c'est notre capacité, notre tendance humaine à nous soumettre à l'autorité. Peu importe, vous allez le voir, là, peu importe ce qui est exigé, peu importe ce que la personne en position d'autorité va nous demander de faire, là, on a tendance à le faire. Puis vous allez voir que les résultats sont troublants, là. En fait, les chiffres sont alarmants, là. Donc, c'était 2 personnes, vous allez le voir en classe, 2 personnes sur 3 sont prêtes à faire à peu près n'importe quoi si une personne en position d'autorité leur demande de le faire, y compris faire souffrir une autre personne. Donc, c'est un peu ça, les expériences de Milgram, là. Donc, 2 sur 3. 62,5%, un peu, peut-être légèrement moins que 2 sur 3. Donc, 2 sur 3 sont prêts à faire n'importe quoi si une personne en position d'autorité leur demande de le faire. Donc, 2 sur 3. Évidemment, c'est pas vous, là. C'est 2 sur 3, c'est en proportion, c'est l'ensemble des étudiants qui ne se pointeront jamais. Non, c'est pas vrai. 2 sur 3 se pointent toujours en classe. Donc, tous ceux qui se pointent en classe et sont sur Zoom, c'est à peu près 2 sur 3. Mais c'est vous, ça. C'est exactement vous. C'est votre proportion. Vous allez faire exactement ce qu'on vous demande de faire. Si une personne en position d'autorité vous demande de le faire. Donc, y compris faire souffrir une autre personne. Y compris poser des gestes qui s'inscrivent en totale contradiction avec vos propres valeurs. Parce que les expériences de Milgram nous rappellent une triste réalité, là, c'est-à-dire qu'en matière de soumission d'autorité, si on te jette à l'eau, tu vas te noyer. Tu vas te noyer, mon ami.
Parce que si une personne en position d'autorité te demande de faire quelque chose, tu vas le faire. Je pense que ce serait une autre façon de le résumer. C'est un constat important parce que vous allez bientôt exercer une profession. Je le disais un peu plus tôt, il y a plusieurs formes d'autorité qui vous seront imposées, qui vont tenter de vous imposer des comportements, des procédures qui peuvent parfois légèrement aller à l'encontre des attentes de votre profession, mais qui peuvent parfois aller à l'encontre de vos propres valeurs ou de ce que vous êtes. Mais toi, tu vas le faire. Si on continue dans l'esprit de Milgram, pourquoi tu vas le faire? Parce que tu es soumis à l'autorité. Puis si une personne en position d'autorité te demande de le faire, tu vas le faire. Une remarque au passage, ce module sur pression d'autorité, vous allez le voir, là, ça aborde indirectement un autre thème qui est l'exercice de l'autorité. Parce que plusieurs d'entre vous, vous allez éventuellement occuper des postes, des positions d'autorité. Donc, vous allez devoir exercer l'autorité et de façon responsable. Puis là, ici, je vais le dire lentement là, pour que vous appréciez et compreniez tous les sous-entendus de ce que je vais dire, là. C'est-à-dire que les personnes, une fois qu'on a admis qu'on est soumis à l'autorité, les personnes qui seront sous votre autorité exécuteront tout ce que vous allez leur demander de faire. Tout. Au moins 2 personnes sur 3 sont prêtes à tout. Donc, tout, y compris ce que vous ne leur demandez pas explicitement, c'est-à-dire que tout ce qui vous plaît, mais aussi tout ce qui semble vous plaire. Tout ce que vous exigez, mais aussi tout ce que vous semblez exiger d'eux. Puis, ils vont contredire leurs propres valeurs, leurs propres idéaux, leurs propres volontés. Puis j'ajouterais même, puis ici comprenez les sous-entendus, même leurs propres désirs. Donc, exercer cette autorité, ce pouvoir qui est celui d'autorité, avec prudence et respect. Deuxième partie de ce module, la pression de groupe. Donc, dans cette partie de module, on va explorer une autre faille humaine importante, je le disais au début en présentation, notre tendance à faire comme tout le monde, à faire comme tous les autres, notre tendance à nous conformer au comportement attendu du groupe, de nos semblables, notre tendance à nous fondre au groupe. On est des êtres sociaux, donc on a besoin des autres, on a besoin de leur assentiment, de leur appui. C'est essentiel à ce que nous sommes, à notre humanité. On est un être social, mais dans un contexte d'exercice de la profession ou dans un contexte de travail, point, cette tendance à se fondre au groupe peut engendrer des problèmes. Dans un contexte où parfois ce sera nécessaire de dire le contraire du groupe ou de ne pas nécessairement se conformer à la majorité, aux opinions du groupe. Parfois, ce sera nécessaire de contester justement la force du nombre, la force du groupe. Puis toi, tiens, je te les pose aussi, les questions, là, pour mettre ça là aussi en route dans ta tête. Toi, comment tu gères ça, là? Pression du groupe, tu réagis comment? Sur les réseaux sociaux, par exemple. Comment tu réagis aux pressions de tes amis, au travail? Comment réagis-tu aux pressions de tes collègues de travail? Sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as tendance à dire comme tout le monde? Comment tu te comportes? Est-ce que tu te tais, par exemple, lorsque tu as l'impression que la majorité pense différemment de toi, ou au contraire, est-ce que tu relances le groupe, tu contestes l'opinion groupale? Est-ce que tu es capable de défier le consensus? As-tu déjà essayé de convaincre un groupe qui l'a tort? Essayez-le, là. Tiens, essayez-le là, sur Facebook ou n'importe quel groupe auquel vous êtes abonné, là. Essayez d'aller mettre un commentaire qui conteste l'opinion de votre groupe, là.
On l'essaye une fois, là, ici. Sur un groupe de... C'est quoi les exemples que j'ai entendus? Ah oui, j'ai une amie qui était sur un groupe de passionnés de plantes, là, puis tout à coup, elle a donné une opinion complètement contraire au groupe. Puis elle s'est fait ramasser par le groupe parce que les gens sont passionnés de plantes, mais sont surtout passionnés de groupe, puis on aime bien le consensus. Quand quelqu'un conteste le consensus, ça fonctionne pas. Donc, même chose sur un groupe de passionnés de chat ou de soccer, essayez ça aussi, là. Dites ce que tout le monde a une opinion qui peut être qui conteste l'opinion groupale, là, puis vous allez voir le sort qu'on vous garde, qu'on vous réserve plutôt. Pourtant, ce sera une partie de de l'exercice de votre profession, hein. Parfois, ça fait partie des défis concrets que vous allez bientôt rencontrer. Parfois, vous devrez dire le contraire du groupe. Vous devrez vous opposer à l'opinion du groupe, à l'opinion majoritaire. Ça fait aussi partie de vos tâches, pas seulement dire ce que tout le monde pense, mais parfois puiser, dire le contraire, parce qu'il y a d'autres forces nécessaires parfois que vous devrez évoquer pour contester l'opinion groupale. Dans cette deuxième partie donc du module 10, on va explorer dans le cours, on va parler de pensée de groupe. Donc l'expression pensée de groupe ou group thinking. Donc c'est une expression là, qui est chère aux travaux de Irving Janis. Donc ça c'est un auteur qu'on va étudier pendant le cours. Donc la pensée de groupe. Cette tendance humaine qui nous fait parfois confondre raison et consensus. C'est-à-dire on a tendance à se cacher parfois derrière la force du groupe, peu importe ce que le groupe fait ou dit. Puis cette réflexion, elle est importante, je le disais un peu plus tôt. Parfois, vous devrez contester les opinions majoritaires. Et pour défendre quoi? Ben, pour défendre justement des fois les fins, les visées, qui n'en ont rien à cirer de la majorité et du nombre, là. Euh, la science, les faits n'en ont rien à faire de l'opinion du groupe. Les lois sont là, peu importe ce que la majorité en pense, en dise. Les normes, la raison. La raison n'est pas un synonyme de majorité. Donc, la raison, parfois, peut résider dans la tête d'une seule personne qui va convaincre les autres qu'ils ont tort. Donc, la science. Prenons la science. Ben, la science, vous le savez, ça n'a rien à faire de l'opinion publique, la majorité, ce que les gens pensent. Hein, les faits, les normes, c'est pas conçu en fonction de la majorité. C'est pas influencé parce que la majorité en pense. Hein, la raison, la logique, la science, la rigueur, ils ont leur propre façon de faire. Puis leur façon de faire, c'est pas nécessairement de passer un vote. Donc parfois, la raison s'oppose au consensus, la majorité, la logique peut s'opposer à la majorité, la science s'oppose parfois à la force du nombre. Pour explorer cette pensée de groupe, je le disais, nous allons explorer les travaux d'Irving Janis. Donc, Janis a étudié nos comportements en groupe. Donc, à travers plusieurs études, là, il a recensé toutes sortes de petits défauts, des problèmes. Donc, on va voir en classe là, ses travaux sur... Souvent, Janis va étudier des crises où il y a des décisions qui ont été prises en groupe, puis on va analyser la gestation d'une crise, puis ce qui a mené à une crise, à une décision catastrophique, puis on regarde comment le groupe s'est comporté avant cette décision catastrophique, puis quels sont les symptômes annonciateurs à travers ces décisions prises en groupe qui ont mené à une décision catastrophique. Donc, les symptômes de la pensée de groupe, c'est ça, les petits symptômes. Janice nous dit, faites attention lorsque vous prenez des décisions en groupe, il y a des symptômes qu'on peut voir à l'œuvre.
Puis ces symptômes-là cumulés peuvent mener à des décisions qui sont catastrophiques lorsqu'elles sont prises en groupe. Donc, Janice va les résumer en 8 symptômes. En clair, je vais vous présenter ces symptômes. Puis, je vais d'ailleurs, dans ce podcast, je vais me permettre quand même de vous les résumer ici, là. Je dirais que 8 symptômes qui sont regroupés en 3 problèmes. Le premier problème, nous dit Janice, c'est la surestimation du groupe. Donc, Janice nous dit, faites attention, nous avons tendance à penser que notre groupe est plus compétent qu'il ne l'est dans les faits. Donc, on a tendance à se surestimer individuellement, mais aussi, nous dit Janice, notre groupe aussi, on a tendance à surestimer le groupe. Ceux qui nous entourent, on fait partie d'un groupe, on a tendance à penser qu'il est plus fort, plus raisonnable, plus intelligent qu'il ne l'est dans les faits. Donc, il va associer 2 symptômes à ce problème. L'illusion d'invulnérabilité. Donc, notre tendance à croire que notre groupe a moins de chances de se tromper ou de faire une erreur que les autres groupes. Donc, quel exemple que je pourrais vous donner? Pensez à pendant la COVID, peut-être, là. 2 groupes qui s'opposent, puis les 2 groupes ont l'impression qu'ils ne se trompent pas, puis ont l'impression que l'autre groupe se trompe. Donc, ça fait des beaux débats stériles. Donc, l'illusion d'invulnérabilité. Le deuxième symptôme, c'est la croyance en lui, il dit la moralité inhérente du groupe. Donc, notre tendance à croire que notre groupe est plus moral ou sert le bien, alors que l'autre servirait le mal. Donc, tendance à croire que la conception du bien de notre groupe est supérieure à la conception du bien de l'autre groupe. Donc, ici, pensez à n'importe quel débat politique, là, des décisions prises en groupe, souvent, là, c'est teinté de ce deuxième symptôme. Donc, premier problème, nous dit Janice, on a tendance à surestimer notre groupe. Surestimation individuelle, ça avait déjà été abordé dans le cours, mais ici, on parle de surestimation groupale. Deuxième problème, nous dit Janice, fermeture d'esprit. Donc, on a tendance à se fermer aux idées externes. 2 symptômes, nous dit Janice, dans cette deuxième catégorie. Rationalisation. Donc ici, ce que Janice veut dire, c'est que notre groupe a tendance à s'inventer des raisons. Donc, et ici, ce qu'il veut dire plus précisément, c'est notre tendance à utiliser des stratégies qui ont l'apparence de la raison, qui ont l'apparence d'arguments rationnels, mais qui finalement sont plutôt des arguments qui sont irrationnels, faux, fallacieux, frauduleux. Donc ici, là, pour comprendre ce que Janice veut dire, il faut replonger dans vos sophismes, comment appelle-t-on ça au cégep? Je pense qu'on appelle ça les entraves au dialogue. À l'époque, en tout cas pendant ma formation ici au cégep, pas au cégep, à l'université, on parlait plutôt de sophisme. Donc, ici, il faut se familiariser quand même avec ces outils-là, là, c'est-à-dire qu'il y a des façons d'exprimer notre pensée qui manquent de rigueur, qui ont l'apparence de la raison et de la rigueur, mais qui ne le sont pas du tout. Donc, je vais donner des exemples de sophismes et d'arguments, des entraves au dialogue. On va en donner quelques-unes en classe. Donc, on est toujours dans le deuxième problème lié à la pensée de groupe. Fermeture d'esprit, c'est notre deuxième problème. Deuxième symptôme de ce problème, le groupe se ferme, mais se ferme aux idées externes. Donc ici, on parle des stéréotypes à l'égard d'autrui. Toutes sortes de tendances. On est dans un groupe, on aura tendance à attribuer, je dirais, des qualités aux membres de notre groupe et des défauts à ceux qui sont externes au groupe. Quel exemple que je pourrais vous donner? Peut-être votre tendance à croire que le bac à l'Université Laval est bien différent du bac en génie à l'Université de Sherbrooke. Vraiment, vraiment, j'en suis pas si convaincu. Je dirais que c'est plutôt ce deuxième symptôme-là, là. Notre tendance à créer des stéréotypes à l'égard d'autrui, à donner des qualités à notre groupe
rattraper des défauts peut-être à l'autre groupe. Donc, je vous donnerai cet exemple-là. Donc, 3 problèmes, nous dit Janice. Surestimation du groupe, premier problème. Fermeture d'esprit, deuxième groupe. Et le troisième problème, nous dit Janice, je dirais que c'est lui, il le mentionne en disant le renforcement du conformisme. C'est-à-dire que c'est une boucle. On a les 2 premiers problèmes, et le troisième va faire tourner la boucle. C'est-à-dire que le groupe, il se surestime de plus en plus et il s'isole de plus en plus. Et là, Janice nous donne 4 symptômes. L'autocensure. Celui-là, vous le connaissez bien, là, c'est notre tendance, les individus ont tendance à se taire lorsqu'ils pensent que leur opinion dévie du consensus. Donc, pensez à votre silence là, sur certains débats sociaux. Donc, sur les réseaux sociaux, là, on a tendance à se taire là, quand on voit bien que le consensus est parti dans une autre direction. Autre symptôme, on est toujours dans le renforcement du conformisme. Pression directe, donc notre tendance à faire taire ceux qui dévient du consensus. Donc, notre tendance à nous taire, puis notre tendance à faire taire ceux qui dévient du consensus. Donc, ici, pensez à l'opinion, justement, là, qu'on vous réserve si vous allez contester l'opinion du groupe. Ou pensez peut-être au sort qu'on réserve aux whistleblowers, là, donc aux tireurs de sonnettes d'alarme. Autre symptôme, l'illusion d'unanimité. Donc, Janice nous le dit, faites attention, à la fin, dans le processus, il y a une forme d'illusion d'unanimité. On a l'impression que tout le monde s'entend, mais finalement, il y a tellement eu des problèmes dans la discussion que cette illusion, que cette unanimité-là, elle n'est qu'illusion. Hein? Il y a plusieurs personnes qui se sont tues. Vous êtes tues. Il y en a qui se sont censurés, sinon on se sera arrangé pour les faire taire. Puis à la fin, on dit qu'il y a consensus, on dit qu'il y a majorité, mais en même temps, comment peut-on conclure qu'il y a à ce point majorité, sinon consensus, si tout le monde est comme nous et a décidé de se taire? Donc, c'est un peu ce que Janice nous dit avec cette illusion d'unanimité. Et le dernier symptôme, c'est, ici, Janice utilise je dirais une expression là, qui est difficile à saisir, mais le sens n'est pas si compliqué. Donc, lui, il dit uniformisation par les gardes de l'esprit. Donc, ça semble un petit peu ésotérique tout ça, là, mais c'est assez concret. Là. C'est notre tendance à, je dirais, mettre en place des procédures puis des outils systématiques ou systémiques pour effacer, je dirais, les traces de contestation du consensus ou pour nous préserver des opinions contraires. Puis là, ici, si c'est trop abstrait pour vous, là, pensez peut-être aux réseaux sociaux, justement, aux algorithmes qui sont utilisés. Pensez, rappelez-vous ou remarquez à quel point ces algorithmes-là nous protègent, justement, d'opinions contraires. Hein. C'est-à-dire qu'elles sont pensées. On aime ça penser que tout le monde pense de la même façon. Puis les outils le savent. C'est-à-dire que tranquillement, on va nous isoler, on va nous protéger de toute information qui pourrait nuire au consensus, qui pourrait nuire à justement cette belle paix sociale là, de ces personnes qui pensent un peu toutes de la même façon, ou qui pourrait meurtrir mon ego là, qui aime bien penser que tout le monde pense comme moi. Donc, sur les réseaux sociaux, on parle de... Vous avez peut-être entendu l'expression, les chambres d'écho ou les chambres de résonance, c'est exactement ça. Pas le go, mais Janice vous aurait dit uniformisation par les gardes de l'esprit. Donc, c'est son expression un peu là, pour désigner les chambres d'écho, les chambres de résonance là, qui sont là sur les réseaux sociaux ou dans les groupes. Parce que ça existe. Ce qui existe sur les réseaux sociaux existe aussi dans les conseils d'administration, dans les réunions syndicales, dans un groupe de travail, hein, des personnes ou des procédures qui sont là pour tenter d'effacer toute forme de nuisance ou de contestation du consensus ou de l'opinion groupale. Peut-être une remarque là, avant que je l'oublie. Le module 10, vous allez voir,
Ça aborde aussi un problème important qui est associé à la pensée de groupe, et j'en parlais un peu plus tôt, c'était le sort, le triste sort que l'on réserve aux whistleblowers, donc aux tireurs de sonnettes d'alarme, le triste sort que l'on réserve à celles et ceux qui contestent le consensus, qui expriment des opinions non majoritaires. Donc, pensons à tous celles et ceux qui contestent, souvent pour de très bonnes raisons, certaines pratiques, certains comportements, des personnes qui sont souvent seules parce qu'elles osent contester l'opinion groupale. Et pourquoi? Mais souvent au nom de la science, au nom de la loi, au nom de la raison. Donc, ce sont eux là, que je désigne sous le terme whistleblower, donc littéralement là, ceux qui sifflent dans le sifflet. Là. Il y a un problème, il y a un problème. Donc, les tireurs de sonnettes d'alarme, c'est comme ça qu'on traduit ça en français. Et pensons, toi, pense-y, là. Donc, collectivement, personnellement, pensons au sort qu'on réserve à ces tireurs de sonnettes d'alarme. Donc, pensons, dans votre cours, on a vu Karen Duhamel. Pensons le sort qu'on réserve à Karen Duhamel. Pensons au sort plus dans le public en général. Pensons peut-être à Edward Snowden, par exemple. Hein, celui-là, on l'a vu il y a quelques années. Voilà, un gros tireur de sonnettes d'alarme. Pensons à toutes ces personnes qui ressemblent à ces Karen Duhamel et Edward Snowden, donc qui tirent la sonnette d'alarme, qui disent attention, groupe, il y a un problème. Il y a un problème dans ce que vous faites, il y a un problème dans ce que vous dites, il y a un problème dans ce que vous êtes. Le taux de détresse, de dépression chez ces tireurs de sonnettes d'alarme, il est désolant. Donc, je vais vous présenter une étude en classe. Là, vous allez voir, souvent le sort qu'on leur réserve, ben, ils vont être intimidés, ils vont être tablettés, congédiés, menacés, rétrogradés, nommez-les là. On n'a pas vraiment tendance à les protéger, les accompagner, les aider. Hein? Au contraire. Puis même toi, tu es coupable. Même toi, non? Quel sort tu réserves à tes sonnettes, tes tireurs de sonnettes d'alarme? Sais-tu à quoi ça ressemble un tireur de sonnettes d'alarme? T'en as-tu déjà vu un autour de toi, là? Ça ressemble pas à Edward Snowden, là. C'est une personne autour de toi. C'est une personne qui dérange pendant une réunion parce que cette personne-là pose trop de questions. Parce que cette personne-là s'oppose au consensus. Cette personne-là te dérange parce qu'elle challenge les idées du groupe. Elle challenge la majorité du groupe. Elle retarde la réunion. C'est voyons, il est 9h30, je vais aller me coucher. Puis elle retarde la réunion avec des questions, des interventions qui contestent l'opinion groupale. Puis toi, tu te dis, oui, voilà une personne qui pose des questions pertinentes ou non. Hein? Est-ce que tu les aimes, ces personnes-là? Est-ce que tu les accompagnes, tu les aides, tu les appuies en disant, des fois, c'est important de contester l'opinion groupale? Ou, ou est-ce que tu te dis pas plutôt, ben, pour qui se prend-il? Il dérange, pourquoi il dérange? Quelqu'un va-t-il lui dire qu'il dérange? Puis, pourquoi quelqu'un ne lui dirait pas de se taire? Puis tiens, je vais aller lui décider. Non, je lui dirai pas qu'il se taire, mais je vais faire un grand soupir, puis il va comprendre que c'est le moment de se taire. Donc, est-ce qu'on aime les whistleblowers? On les aime lorsqu'ils passent à la TV, hein, à la fin du processus, là, lorsqu'on a démontré là, qu'ils ont raison, puis ils ont bien fait, puis sont courageux, puis ça, on aime ça. On aime ça à la fin du processus, mais au début du processus, un peu moins. Hein, comment on traite cette personne-là là, qui dérange, qui conteste l'opinion du groupe, les pratiques, les habitudes et l'éthos du groupe, le sort que l'on réserve à ces tireurs de sonnettes d'alarme. Voilà, deux sujets, deux problèmes, deux beaux thèmes dans ce module 10, pression d'autorité et pression de groupe. Donc deux forces
sociales importantes, deux forces qui peuvent t'éloigner, toi aussi, de tes propres valeurs parfois ou des valeurs de ta profession. Puis à la fin de ce module 10 et de cette exploration des petites failles humaines, si vous avez bien fait tout ça, vous aurez atteint les objectifs du module 10. Donc, vous irez voir ces objectifs. Je vous invite aussi à aller voir le contenu d'enrichissement parce que vous en voulez toujours plus. Peut-être pas, mais je mets toujours, vous avez vu là, dans les fins dans chaque module, à la fin de la page, là, il y a du contenu d'enrichissement. Puis c'est là parce que je me dis, c'est tellement bon, il devrait aller voir ça, mais en même temps, je ne peux pas exiger ça, je ne peux pas mettre ça dans. Vous avez tellement des modules assez chargés, puis vous n'avez pas ce seul cours-là, là, mais je vous invite à aller voir, vous avez quelques minutes, là, à aller voir l'épisode. L'épisode, ça s'appelle Minefield. Donc, c'est sur une série sur YouTube. C'était là au début sur YouTube. Ça s'appelle Minefield, avec une très grosse série, avec un très gros budget, là, où on regarde justement les pressions, les pressions psychosociales. Puis, vous allez voir, dans cet épisode, c'est l'épisode 5 de la saison 2. Vous allez voir combien c'est difficile de poser un geste moral. On sait que c'est le bon geste, mais des fois, il faut contester l'autorité, puis il faut contester l'opinion du groupe. Puis c'est vraiment difficile de poser un geste. Vous allez voir les exemples là, qui sont donnés dans cet épisode-là, là, où une personne sait c'est quoi le geste moral. Le geste moral, vous allez voir, il est évident, là, mais il n'a pas l'autorité de son côté, il n'a pas l'opinion du groupe de son côté, puis on le voit là, torturer, puis lutter contre ses propres pulsions morales. Il veut poser le geste moral, mais c'est difficile de poser le bon geste, le geste dont il est convaincu lorsqu'on est soumis à des pressions groupales ou pressions d'autorité. Donc, vous irez voir, c'est Minefield, saison 2, épisode 5, à voir. Donc voilà, c'était le contenu de ce super module 10. Donc, un module super stimulant. Et là, je dis super deux fois. faudrait arrêter. Je suis certain que tu vas aimer ce module. Et avant de terminer, rappel important, TP2. Écoutez, le TP2, c'est à remettre d'ici ce dimanche. C'est ce dimanche, 26 mars, 23h59. Donc, on y est, là. Donc, si vous aimez travailler à la dernière minute, là, avec des courriels échangés avec des points d'exclamation, là, c'est votre moment. C'est là que ça se passe, là. Donc, ce dimanche, 26 mars, 23h, d'ici 23h59, ce dimanche, remise du TP2. Autre date importante, l'examen. L'examen, c'est le 11 avril. 11 avril. Bon, ça s'en vient. Ça vous laisse à peu près 3 semaines, mais ça s'en vient vite. Donc, ça va vite, vite, vite. Puis, il faut déjà remettre le TP2 et sauter plus intensément, si ce n'est pas déjà fait, dans votre étude, votre préparation pour l'examen final. Ça se fera en classe. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'être là chaque semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Allez, bye bye. OK, l'indice cette semaine. L'indice cette semaine, c'est un curieux, c'est une tâche que je vous confie. C'est-à-dire que si vous avez écouté plus de 10 épisodes là, de ce podcast, en tout cas pour plusieurs d'entre vous, vous avez passé ce 10e épisode de la session. Donc, pourquoi vous écoutez ça? J'imagine, surtout là, si vous vous rendez à la fin de cet épisode-là, c'est parce que vous y voyez une certaine pertinence. Donc, je vous demande d'aller déjouer les algorithmes de Spotify puis Apple Podcast ou de votre lecteur de podcast préféré. Puis allez déjouer les algorithmes de ces gestionnaires, de ces diffuseurs de podcasts-là. Puis allez me donner un petit review, 5 étoiles, puis un commentaire pour montrer à ces algorithmes qu'il y a d'autres choses là, qui vous intéressent que c'est quoi le top? Ça doit être encore l'humour, le hockey, le sexe peut-être, les thèmes les plus trendy, là.
Donc, allez me mettre un beau petit commentaire, 5 étoiles, puis on va essayer de déjouer les algorithmes, puis envoyez-moi une capture d'écran là, de votre 5 étoiles, puis de votre commentaire dithyrambique. Puis ceux qui vont réviser les commentaires, ils ne comprendront pas pourquoi, pourquoi un podcast sur l'éthique professionnelle crée autant d'enthousiasme. Puis ce sera notre secret à nous. Donc nous, on saura qu'on a fait ça ensemble. OK, allez, ça sera ma tâche de la semaine. L'indice cette semaine, allez me mettre 5 étoiles, puis un commentaire, puis envoyez-moi des traces de tout ça. Allez, on s'amuse. Bye bye.